Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une ce soir. Intense moment d'émotion et de recueillement lors de l'hommage national et républicain rendu aux 130 personnes tuées lors des attentats de Paris, un symbole d'union nationale présidé par le chef de l'État. La COP 21, conférence climat qui doit se tenir à Paris la semaine prochaine, c'est l'affaire de tous. Les territoires ultramarins sont concernés. Dans notre département, notre amour des voitures doit évoluer car les voitures sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Quand les filets anti-requins seront-ils posés à Boucan et aux Roches-Noires? L'opposition municipale de Saint-Paul trouve que ça tarde à venir, surtout que les surfeurs se sont déjà jetés à l'eau, malgré le risque requin, un risque qu'on abordera avec notre invité ce soir, Jean-François Nativel. Il sort un livre, Requin à la Réunion, une tragédie moderne. Un show incroyable en perspective au stade Julius Bénard de Saint-Paul. 5 pilotes prestigieux se donneront en spectacle sur une piste fraîchement rénovée. C'est à voir à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. La Marseillaise a retenti aujourd'hui dans la cour d'honneur des Invalides. Beaucoup de dignité et d'émotion se lisaient sur les visages des personnes présentes. La France s'est recueillie en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. 130 morts, 350 blessés. Une jeunesse éprise de liberté, fauchée par des terroristes, a affirmé François Hollande. Retour sur cette cérémonie avec Jeff Wittenberg. Cédric Ginestou. L'énoncé du premier nom, le public se lève. Mathieu Giroux, 38 ans. Claire Métro-Taprest. La lecture dure 11 longues minutes, 130 Mohamed noms égrenés un par un, Ibn par ordre Mubarak. alphabétique. 29 ans. Aurélie de Peretti. Les 130 victimes du 13 novembre. Alors, sans avoir rien, Pour elle et pour eux, devant François Hollande qui peine à retenir ses larmes, 3 jeunes chanteuses, Yael Naïm, Nolwenn Leroy, Camélia Jordana, interprètent Jacques Brel. quand on n'a que l'amour pour parler au canon. Pour cette génération qui aimait la musique, la cantatrice Nathalie Dessay reprend Perlimpinpin de Barbara et ses paroles qui résonnent si fort aujourd'hui. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Par respect pour leur intimité, 31. pour leur tristesse, les familles des victimes et les blessés ne sont filmés que de loin. La perte de l'être aimé. Toute la classe politique, tout le gouvernement est présent dans la cour des Invalides avec les Lamia mêmes visages, Antoine-Marie. défaits par l'émotion. 34 ans. Le même visage Franck Pitiot. que celui du chef de l'État. 23 ans. Une horde d'assassins a tué 130 des nôtres et en a blessé des centaines. Au nom d'une cause folle et d'un Dieu trahi. À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes. Je vous promets aussi que la France restera elle-même, telle que les disparus l'avaient aimée et telle qu'ils auraient voulu qu'elle demeure. Et s'il fallait une raison de nous tenir debout aujourd'hui, nous la trouverions dans leurs souvenirs. Malgré les larmes, cette génération est aujourd'hui devenue le visage de la France. Une Marseillaise vibrante, accompagnée par un grand orchestre, clôt la cérémonie. Pour entonner l'hymne national, les chœurs de l'armée française, des jeunes et 2000 personnes debout. François Hollande a aussi promis aux proches des victimes le soutien total de la France. Cette cérémonie était dédiée aux familles qui ont perdu un fils, une sœur, une mère ou un mari. Elles ont été très préservées, protégées des médias pendant cet hommage, mais plusieurs d'entre elles ont accepté de témoigner juste avant ce moment. Anne Guéry. Juste s'embrasser, se soutenir, et puis être ensemble, aux Invalides. Comme pour partager l'insurmontable douleur, il y avait là ce matin des familles qui ont perdu l'un des leurs,
Et puis ceux qui ont survécu, mais dont les corps ont été meurtris par des balles de Kalachnikov. Nelly Leclerc n'a pas encore enterré son fils, mais elle est venue à Paris, pour lui. Gilles Leclerc, 32 ans, décédé au Bataclan. Pour sa sœur, prendre part à l'hommage national, c'est honorer ce qu'il était. Gilles avait une force qu'il nous a donnée, qu'il faut qu'on continue, mais la vie ne sera plus la même. On a l'impression d'être dans un cauchemar, quoi. Un cauchemar et le besoin d'être avec d'autres. C'est important parce que c'est vrai que jusqu'alors, chacun est dans son deuil. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on s'occupe d'abord des nôtres avant tout. Mais là, on va être entre personnes qui vivent la même chose. Tatiana Correa a perdu sa sœur Priscilla, 35 ans, tombée aussi au Bataclan. Pour Tatiana, l'hommage collectif permet de dépasser des sentiments envahissants. On est en colère, on est vraiment très, très en colère par rapport à ce qui s'est passé. Après la tristesse, effectivement, c'est plutôt cette sensation qui remonte. Et aujourd'hui, on est là pour être soutenus, on est avec mes proches et pour soutenir les autres victimes parce qu'effectivement, on n'est pas seul dans cet événement. Des parents sont venus aussi de province tôt ce matin, comme Elisabeth Boissineau, la mère de Chloé, tuée sur la terrasse du Petit Cambodge. Elisabeth Boissineau, très partagée entre douleur et colère. Je ressens rien, je ressens une colère et puis je ne sais pas si ma fille aurait aimé ça. Voilà, mais on vient pour elle, quoi, et puis rencontrer les autres mamans, les autres parents. Je venais pas souvent à Paris, mais je crois que j'y reviendrai plus. Voilà, parce que ça me rappelle trop ma fille et pour l'instant on ne reviendra plus à Paris. La cérémonie a-t-elle réconforté les victimes? Oui, pour Catherine Orsène, rescapée du Stade de France. L'émotion se traduisait par le silence, du début à la fin. Le silence à travers les rangs, on entendait une bouche voler et je crois que c'est par là que c'est passé. Des victimes qui ce matin ont fait corps sous les ors de la République. Tristesse des familles, mais aussi solidarité, on l'a vu. Le chef de l'État avait d'ailleurs demandé aux Français de pavoiser leur domicile pour cet hommage aux victimes des attentats. Afficher le drapeau bleu, blanc, rouge. Chez nous, l'appel a été plus ou moins entendu. Des drapeaux faits main au fanion traditionnel. Les couleurs de la République étaient visibles à Sainte-Marie et surtout dans la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. Et vous avez pu voir dans vos communes des drapeaux qui flottaient au-dessus des balcons. À Saint-Pierre, le drapeau a été difficile à trouver, mais il y en avait tout de même. Voyez ce reportage de David Cohen. Rien. Non, pas là. Toujours rien. Là non plus. Là, peut-être. Ah si, en voilà un. On a beau chercher, dans les rues de Saint-Pierre, en cette journée d'hommage national, il n'y a quasiment aucun drapeau aux fenêtres. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas plus que ça. Je pense qu'on devrait faire la même chose, comme on nous avait demandé de mettre des drapeaux, mais si on n'en a pas, on ne peut pas en mettre. Pourtant des drapeaux, il y en a. Dans ce magasin, on vend de l'étendard national pour les matchs de foot tous les 14 juillet. Cette semaine est restée tragiquement identique aux autres. Là, on n'a pas vendu plus que d'habitude. Rien du tout ? Rien du tout. Ah mais non, coup de chance, voici la première cliente de la semaine. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. On dirait qu'on n'est pas intéressé à la réunion. Et si, ça nous intéresse quand même. Je suis tenue à venir à mettre mon drapeau à ma fenêtre. Voilà, je suis française. En cherchant bien, il y a eu de timides frémissements patriotiques. Ici, par exemple, on a préparé quelques fanions en prévision de ce jour. Pas beaucoup, on est à une dizaine de pièces maximum en fait. Après, ça va s'enchaîner en fonction de la demande, tout simplement. Et là, c'est le t-shirt avec le fameux logo tristement célèbre qui s'est vendu à 4 €, prix coûtant. Il a eu un petit succès. On a vendu à peu près 25 t-shirts. Sans publicité, sans rien, bien évidemment. Les gens qui passaient devant prenaient les t-shirts. Difficile de savoir pourquoi les 3 couleurs apparaissent si peu aux fenêtres, mais apparemment l'information sur l'hommage national de ce jour n'est pas arrivée jusqu'à la Réunion. À chacun sa façon de rendre hommage. Le terrorisme nous concerne aussi. Dans la zone, Madagascar a connu une première. Un terroriste présumé a été arrêté dans la Grande Île d'origine indo-pakistanaise. Ce franco-malgache avait publié des messages faisant l'apologie du terrorisme. Des vidéos et des images ont été retrouvées sur son ordinateur. L'homme a été libéré mais reste sous surveillance.
La menace d'attentat est réelle. Nous sommes en état d'urgence même à La Réunion. Du coup, les mesures de sécurité sont plus strictes autour des événements comme le Salon régional de la jeunesse. Il s'est ouvert hier au Parc des Expositions de Saint-Denis. Jusqu'à demain, 50 000 personnes sont attendues. Valérie Filin, Francis Bourgoin. Tout commence sur les trottoirs. Des policiers de passage pour fluidifier la circulation et éviter tout attroupement. Puis, dès l'entrée, ces agents missionnés pour la plus délicate des opérations. Qu'est-ce que vous contrôlez, monsieur? Parce que contrôler les couteaux, les bombes ici, j'ai les... Okay. Vous avez saisi des objets? 2 couteaux avec 2 fourchettes. Ça, c'est bonne affaire, ça avait besoin pour votre déjeuner, ça? Oui, mais c'est comme une arme, c'est dangereux, ça. Des objets tranchants dans les sacs à dos de ces jeunes. Quelques mètres plus loin, 2 portiques détecteurs de métaux sont installés. Mais cette fois, l'agent de sécurité va faire preuve d'une certaine clémence. Donc même si ça sonne, vous laissez passer? Voilà, je laisse passer. Parce qu'il y a trop de foule. La tolérance, en lieu et place d'une surveillance zélée, certains visiteurs demandent à être rassurés. Elle n'a pas vraiment fouillé dedans, là, juste regarder. Juste regarder. Et si nous étouffe, la bombe peut péter. Pourtant, c'est bien pour veiller sur ces jeunes filles et les milliers d'autres visiteurs de ce grand parc des expositions que tous ces vigiles ont reçu des consignes strictes, épiés, détectés, surveillés, mais sans exagérer. Ils font attention à tous les gens qui viennent et tout, ils regardent dans les sacs pour voir s'il n'y a pas des armes, il n'y a pas des choses comme ça en particulier. C'est une sécurité optimale? Alors vous savez, en matière de sécurité, on ne peut jamais dire ces choses-là. Nous avons essayé en tout cas de mettre tout en œuvre pour que ce dispositif soit le plus efficient possible. J'ai eu des retours de parents qui se sont dit satisfaits du renforcement du niveau de sécurité pour cette édition 2015. Avec ce salon régional de la jeunesse, 15 000 personnes défilent chaque jour dans ces allées. 15 000 pour 37 agents chargés de les protéger au mieux. Un salon régional de la jeunesse qui propose aux jeunes de construire leur avenir en abordant notamment les questions d'orientation. Mais un chiffre nous interpelle, 4 000, plus de 4 000 élèves ont été signalés en décrochage scolaire l'an dernier. Face à ce chiffre préoccupant, le rectorat de La Réunion organise une semaine dédiée à la persévérance scolaire. Ça se passera du 30 novembre au 4 décembre prochain, une première dans notre département. Lui n'a pas été jusqu'au décrochage scolaire, mais ça aurait pu lui arriver s'il n'avait pas croisé la route de professeurs impliqués. Il s'appelle Quentin Fontaine. Aujourd'hui, il a 19 ans. Après avoir obtenu son bac avec mention assez bien, il s'est orienté vers un BTS commercial. Rabia Issa et Thierry Chenaillé l'ont rencontré. D'un pas assuré, Quentin n'a plus à rougir de sa vie d'avant. C'est aujourd'hui un jeune homme motivé, ambitieux et surtout rempli d'humour. Mais son parcours lors de sa scolarité n'a pas toujours été facile. Pour moi, l'école avant, c'était... voilà, j'y vais, mais sans plus. J'apprenais pas, je faisais rien. Limite, des fois, je bâchais les cours pour aller jouer au billard, pour aller jouer au baby-foot autour. Un premier échec, il n'obtient pas son brevet et c'est arrivé au lycée qu'il est orienté par le conseiller principal d'éducation vers la classe modale. C'était une classe qui remise à niveau. On apprenait tout depuis la base, tout. Et ça nous permettait d'aller en lycée professionnel, de nous orienter. Du coup, je suis parti vers... j'ai fait plusieurs stages au niveau lycée professionnel. Il est passé par des moments de doute, une orientation un peu perturbée. Et à force de persévérance, il a obtenu son bac pro-vente avec mention assez bien. Une revanche selon lui. Et j'ai le soutien de ma famille qui m'a beaucoup aidé durant ce moment-là. Parce que je disais, ouais, qu'est-ce que je fais là? J'avais même presque envie d'arrêter l'école, j'ai envie de dire. Parce que je me sentais pas bien là où j'étais. J'avais presque envie d'arrêter l'école. Et là, je me suis donné à fond. J'ai dit, j'ai pas eu mon brevet, au moins ramener un diplôme pour mes parents, au moins pour mes parents qui soient fiers de moi. À 19 ans, Quentin a un rêve, devenir humoriste. Qui sait, il sera peut-être le prochain Jamel réunionnais. Et une des craintes des jeunes, c'est de se retrouver au chômage. Un chiffre à la hausse pour le mois d'octobre, plus 0,1%, 150 demandeurs d'emploi de plus. Et ce sont essentiellement des hommes. Les femmes, le chômage des femmes, lui, diminue. Et pour ne pas rester au chômage trop longtemps, certains jouent la carte de la mobilité. C'est le cas de Nabila. Elle vient d'être sélectionnée pour un contrat chez Disneyland Paris. Thierry Chapuis. Nabila Houssen, jeune réunionnaise de 25 ans, est en Master 2 de langue à la fac de Saint-Denis.
Quand elle a vu l'annonce de recrutement, elle n'a pas résisté aux sirènes du monde enchanté de Walt Disney. Justement, c'est ça. Non, mais c'est le fait justement de se sentir dépaysé, de se sentir vraiment dépaysé de la société normale, je dirais, d'être dans un univers complètement différent. Retenue avec plus de 150 candidats, Nabila s'envisage quand même un avenir au-delà des postes de vendeuse ou animatrice que lui propose le parc d'attractions. Je vois plus loin, je me dis Disney et pourquoi pas après l'étranger, parce que je pense que Disney c'est un tremplin pour partir ailleurs. Comme c'est quand même une firme internationale, américaine, c'est une firme américaine, du coup après mon objectif ça serait Disney World et partir à l'étranger. Le salaire minimum pour son bac+5 ne la dérange pas puisque c'est pour ses débuts dans la vie active. Je prends beaucoup plus compte de l'expérience plutôt que du chiffre, tout simplement. Parce que c'est l'expérience, c'est l'aventure qui m'intéresse le plus. Franchir l'océan ne l'inquiète pas. Elle a de la famille en métropole. Elle n'envisage pas non plus l'échec. J'y vais très optimiste en fait. Et, je m'attends à beaucoup de choses. C'est sûr que ça ne sera pas évident de changer de lieu. Ça sera une nouvelle aventure. Mais je suis prête à commencer. Nabila a encore 8 mois devant elle avant son embauche. Disneyland Paris loge ses nouveaux employés et le CNARM de La Réunion aide et prépare les candidats au départ. Et pour ceux qui vont rester et tous ceux qui aiment la mer, la sécurité des plages de Boucan-Canotte et des Roches-Noires n'est pas encore assurée. La mairie de Saint-Paul rappelle que la date officielle a été fixée au 15 janvier. Mais pour l'opposition, il y a urgence. Les surfeurs se remettent déjà à l'eau. Explication avec Jean-Marc Sequin. On s'impatiente dans l'ouest. Les spots de surf sont à nouveau fréquentés alors qu'ils ne sont toujours pas sécurisés. L'opposition municipale s'élève contre le retard pris pour la pose de ces filets avec un calendrier qui n'a pas été respecté. On a eu des réponses quand même un peu évasives et surtout l'alternelle politique en disant vous avez rien fait, nous faisons tout. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous les dispositifs actuels ont été mis en place dès le début avec la municipalité. La nouvelle esplanade des Roches-Noires, c'est des investissements qui permettent aux acteurs de pouvoir subvenir. Mais en même temps, les nouveaux dispositifs devaient permettre une protection du plan d'eau. Comme vous voyez avec moi, aujourd'hui, les gens continuent à surfer et il y a vraiment un intérêt certain à aller vite sur ce dossier. De l'autre côté, c'est-à-dire à Boucan, la mairie de Saint-Paul se défend. Oui, il y a un peu de retard, mais les équipes sont à pied d'œuvre, comme ce matin encore. Le travail est possible quand les conditions météo sont favorables. On a notifié le marché, je crois, en juin-juillet. Et ils ont jusqu'au 15 janvier pour finir les 2 filets, celui de Boucan et Roche-Noire. Ça, c'est ce qui est officiel. Après, effectivement, on avait parlé avec eux d'une possibilité au courant novembre d'ouverture de Boucan-Canotte. Apparemment, ça ne se fait pas parce que les conditions météorologiques ont fait qu'il y a eu beaucoup de houle. Et effectivement, ils ne peuvent pas plonger quand il y a au-delà d'1,50 m. Et puis sur les retours plages, c'est compliqué à travailler les filets. On est tous impatients, bien sûr, mais on ne peut pas aller contre les éléments. La majorité attaque aussi l'opposition qui veut, selon elle, politiser le dossier à l'approche des élections régionales, ce dont se défendent les élus concernés. La mairie de Saint-Paul qui demande en tout cas aux surfeurs de patienter encore quelques semaines avant de pouvoir se remettre à l'eau en toute sécurité. Et c'est dans ce contexte que sort demain le livre de Jean-François Nativel, Requin à La Réunion, une tragédie moderne. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-François Nativel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors d'abord, une réaction par rapport au reportage que nous venons de voir. Est-ce que pour vous, ça prend trop de temps, la pause anti-requin, de filet anti-requin? Il faut savoir que déjà, ce genre de filet, c'est une innovation. Ça ne s'est jamais posé nulle part ailleurs. Donc forcément, il y a des contraintes techniques qui sont découvertes au fur et à mesure. On a un océan ici qui est extrêmement tumultueux, donc ça rajoute encore de la difficulté. Et après, on est aussi dans le périmètre d'une réserve marine. Il faut savoir que pour faire un trou de 2 cm, il faut des fois 1 an d'autorisation, de démarche, de réunion, de concertation, alors qu'ailleurs, on peut faire des trous énormes pour construire des ponts, des routes. Donc, selon vous, il faut laisser le temps au temps ? Disons que là, on est sur quelque chose d'expérimental. On nous impose, madame, des contraintes écologiques maintenant qui sont énormes. Et ces contraintes écologiques, elles demandent du temps, des études. On arrive sur les 5 années de crise requin. Et c'est vrai qu'on aurait pu espérer que le problème ait été
puisse avoir été pris à bras le corps dès le début. Et c'est ce que j'essaie justement un petit peu... Ça n'a pas été le cas, c'est ce que vous dites dans votre livre. Je pense que on ne peut pas faire l'économie d'un travail d'histoire sur ce qui s'est passé depuis 2011 et même avant 2011. Donc moi... Je pense avoir la légitimité pour le faire puisque j'ai commencé à m'engager dès 2011 dans cette crise requin par la force des choses, parce que on était pratiquant nautique, on a constaté un changement, quelque chose d'anormal, donc on a tiré la sonnette d'alerte, rien ne s'est passé, on a vu les morts se succéder jusqu'à arriver à la fermeture de l'océan. Il faut savoir qu'on est un des seuls endroits où l'océan est interdit, je parle du plein océan. Et pendant ces 5 ans, on vous a entendu, et dans ce livre, vous abordez toute cette problématique du risque requin autour d'un récit. Vous partez d'un récit, c'est cela? Alors, en fait, ce genre de travail, ça s'appelle un document, c'est-à-dire que c'est l'appellation littéraire, c'est-à-dire qu'il y a une part de récit, mais c'est aussi un ensemble d'éléments qui se sont enchaînés et qui ont conduit à la situation actuelle, à l'enlisement actuel. Et il faut savoir que la crise requin, c'est un sujet qui est... Tout le monde en parle, mais... les gens n'ont pas tous les éléments. Moi, j'ai essayé de façon la plus factuelle et la plus honnête possible de les juxtaposer pour que les gens puissent comprendre vraiment ce qui s'y intéresse, qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les perspectives, surtout d'avenir, parce qu'une île sans la mer, ça interpelle forcément. Est-ce que vous proposez des solutions également dans votre livre? Les solutions, si vous voulez, elles existent bien évidemment parce que j'aborde d'autres problématiques dans d'autres pays. J'ai eu l'occasion de voyager même pour cette crise requin, pour essayer de profiter un peu d'expérience. Je suis allé au Brésil l'année dernière notamment, où ils ont un gros problème. Il y a les solutions, elles passent malheureusement par la pêche. Parce que, bon, à un moment donné, quand on pêche plus un prédateur depuis 15 ans, eh ben forcément, on peut se douter qu'on a quand même un certain nombre de requins. Encore aujourd'hui, il me semble qu'il y avait un requin dans le lagon de Saint-Leu. Ça a créé un petit peu la panique sur une radio. Pour vous, ce livre doit servir à ce qu'enfin, on trouve des solutions et que les plages soient rouvertes? Non, j'ai pas cette prétention-là. Moi, c'est un témoignage factuel pour ceux qui manquent d'éléments pour se positionner. Maintenant, voilà, j'ai pas la prétention de tout expliquer, de retracer le travail de l'ensemble des personnes qui ont œuvré dans cette crise. S'il y a une approche forcément qui est, on va dire, qui part un petit peu de mon histoire, j'ai un statut de lanceur d'alerte dans cette crise requin, parce que j'ai été le premier, dès le 24 juin 2011, j'ai écrit au préfet, et je lui ai dit, monsieur le préfet, on va aller vers la fermeture, d'ailleurs j'avais prédit la fermeture de l'océan, malheureusement c'est arrivé, et je lui ai dit qu'on va vers une catastrophe économique, on a eu une perte énorme touristique, et une perte économique surtout, il faut que les gens comprennent que le patrimoine qu'on a à La Réunion, et Misakos créole, de moi n'y comprend pas que la mer là, comme elle là, c'est un affaire, il vaut de l'or. Partout il fait de l'or. Ici il est fermé et il dit à nous les normales. Ben oui, alors j'avais aussi cette légitimité en tant que créole. De pouvoir porter justement cette crise requin au niveau national également, parce que votre livre va sortir au niveau national, mais la sortie au niveau départemental, c'est merci beaucoup Jean-François. Je vous le précise, voilà, pour l'instant. Donc je rappelle votre livre Requin à La Réunion, une tragédie moderne. Merci beaucoup. Et l'information continue sur Réunion Première, à suivre dans votre journal. À moins de 10 jours du premier tour des régionales, la polémique autour des carrières ressurgit. La liste de Didier Robert attaque la position de Huguette Bello, contradictoire selon Vincent Defoe. Allons retrouve notre goût pays, le slogan repris pour la semaine Fraîche Attitude, ou comment manger mieux en consommant local, vous le verrez. Un flash mob sur le front de mer de Saint-Pierre. Une centaine d'étudiants habillés de blanc ont dansé pour dénoncer les violences faites aux femmes. La nouvelle route du littoral cristallise tous les débats dans la course à la pyramide inversée. Aujourd'hui, la liste de Didier Robert attaque la position de Huguette Bello sur la problématique des carrières. Selon les candidats de Réunion Nous, elle était pour la carrière de la Saline lorsqu'elle était maire de Saint-Paul. Aujourd'hui, elle se dit contre. Explication avec Henri-Claude Elma et Thierry Chenailly. Le mot du moment, défaut. Qu'elle assume ses choix. La droite qui estime avoir pris en défaut Huguette Bello, opposée à la carrière Piton Défaut à Saint-Paul. C'est un double jeu auquel se livre Madame Bello. Et pour le réquisitoire, le président de la Réunion écolo de Didier Robert le soutient, Vincent Defoe. Madame Bello n'est pas d'accord avec elle-même. Quand elle était maire de Saint-Paul, elle a validé la révision du plan local d'urbanisme en 2012. Elle a validé pour que la commune de Saint-Paul on puisse accueillir une carrière à Piton Défaut. Donc pour les besoins de la nouvelle route du littoral.
Et dans cette joute, entre les candidats au régional Huguette Bello et Didier Robert, le président de la région fait monter en première ligne le 17e de sa liste et vice-président en charge de la NRL, Dominique Fournel. J'entends dire qu'on va faire un référendum, j'entends dire qu'on va arrêter les travaux. Bon, ça c'est la logique de la campagne électorale. Maintenant, je pense que chaque Réunionnais est à même de faire la part des choses et de voir qu'on est là dans un chantier qui est bien démarré et qui arrivera à terme fin 2020. À moins de 10 jours du premier tour, la NRL continue d'être l'un des tout premiers thèmes de la campagne, entre une candidate qui voudrait débuter une carrière à la présidence de la région et un autre candidat désireux de la poursuivre. Préserver notre planète est l'affaire de tous. Nous devons nous préoccuper de notre impact dans notre département. On le sait bien, difficile de se passer de sa voiture, principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, on en compte aujourd'hui 400 000 sur notre territoire pour plus de 800 000 habitants. Voyez ce reportage de Cécile Baquet et Thierry Chenaille. Pour se rendre à Saint-Denis de la Réunion en semaine, il faut s'armer de patience. Mais le pire, c'est quand la route du littoral, à flanc de falaise, est basculée. La circulation ne se fait que sur 2 voies sur 4, par crainte des éboulements. Jean-Claude Machir, chargé du point route sur Réunion Première, informe les automobilistes. En période de basculement, la circulation vire au cauchemar et les Réunionnais doivent faire avec. À Saint-Denis, il fallait pratiquement 1h30, donc vous le voyez très... Ah oui, j'en ai marre. On a marre de la route de la Corniche. Vous savez, j'ai l'habitude, comme je suis chauffeur de bus, donc j'ai l'habitude des embouteillages, donc c'est la vie quoi. C'est la vie d'ici. Vivement la route de littoral, là, la nouvelle. Il faudrait faire les moyens de transport en commun, un peu plus le tram-train et tout, il faut lancer les projets là, on a marre là. Au PC Route de Saint-Denis, les pupitreurs scrutent les écrans de contrôle. Grâce à un système de panneaux, ils peuvent avertir en temps réel les automobilistes des difficultés. Tous les jours, 150 000 voitures arrivent à Saint-Denis. C'est un goulot d'étranglement. On est sur un territoire très contraint, donc il n'y a qu'une seule route pratiquement qui fait le tour de l'île. Une impossibilité de créer d'autres routes, compte tenu du relief notamment. Et donc là, une des solutions, c'est la solution du transport en commun. Je crois qu'il y a 2 voitures par foyer. Donc s'il y a un papa, une maman, les enfants, tout le monde a la voiture. Parce que les transports ne sont pas si faciles que ça. Si on habite dans les hauts de l'île, on n'a pas d'autre moyen de transport que la voiture. En fait, tout est lié à la voiture pour se déplacer. Gare routière à Saint-Denis, c'est là d'où partent les cars jaunes qui desservent toute l'île. Mais ce réseau de transport en commun n'est pas suffisamment vaste et organisé. Vivre sans voiture reste compliqué à La Réunion. En ville et tout ça, on se déplace, mais il y a des moments où il vaut mieux avoir une voiture. Si vous ne voulez pas attendre 2-3 heures, quoi, c'est ça le problème. En ce moment, on attend trop devant l'arrêt de car et le car est plus efficace comme avant. Il y a mis parce qu'il y a un nouvel cas, mais n'est pas suffisant. Il y a mis plus qu'avant. Je trouve que ça marche bien et c'est un moyen écologique aussi. Et les tarifs sont abordables à 2 € pour aller partout sur l'île. Il faut supporter, c'est la vie. Il faut marcher un peu. Pour pas être trop obèse et tout ça. Je vais prendre le bus parce qu'il attend pas. Et il sera question d'environnement lors de la COP21 qui débutera dimanche à Paris. L'outre-mer sera représenté. Et pour ne pas devenir obèse, il est conseillé de manger des fruits et légumes et pourquoi pas consommer local. Allons retrouve notre Go Pays, le slogan repris pour la semaine Fraîche Attitude. Animation, dégustation, tout pour vous séduire. Rabia Issa, Florence Bouchou. Et ensuite on passera La recette est simple à réaliser, à entendre le chef Richard Fanton. Devant lui, des portoises et des portois stylo à la main. Il ne faut rien rater. Objectif, réussir ce dessert coco litchi façon tiramisu. Crème de coco pour détendre un petit peu. Puisque c'est la saison des litchis, donc autant en profiter pour la mettre en application. Et puis après, si j'ai le bon coup de main, oui, pourquoi pas pour les fêtes. Très facile. Même dernière minute s'il fait, même avec les enfants on peut faire. Il est important de manger, de goûter de produits rayonnés surtout. Là, elle a réalisé un petit truc, comme elle m'a jamais voir ce que Banaï fait, mais là, elle me trouve les bien. L'opération Fraîche Attitude est un succès. Ces démonstrations aux 4 coins de l'île ont pour but de sensibiliser les Réunionnais aux produits locaux. Une découverte également pour ce chef venu de Paris.
C'est des goûts que je ne connaissais pas pour la plupart, ou du moins que je ne connaissais pas de cette manière-là, puisque c'est vrai qu'il y a des fruits et légumes qu'on connaît, exotiques qu'on connaît, mais ils n'ont pas le même goût. Et ici, c'est vrai que les produits que vous avez ici se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a assez de goût, ils sont assez sucrés naturellement, ils sont très goûtus, on a beaucoup de possibilités avec ces produits-là. Prochaine dégustation demain à l'école Anne-Marie Javoué à Sainte-Suzanne. La vraie recette. Manger des fruits et légumes et faire du sport, pas besoin de transition donc pour parler football. En Ligue Europa, ça se complique pour Monaco. Les Monégasques qui se sont inclinés à domicile 2-0 hier face à Anderlecht. Le club de la Principauté, désormais devancé par son adversaire du soir au classement, s'éloigne de la qualification pour les 16e de finale de cette compétition. Chez nous, dimanche, un rendez-vous à noter, le Super Motard. Il prendra ses quartiers au stade Julius Bénard de Saint-Paul pour inaugurer une nouvelle piste. 5 prestigieux pilotes ont été invités et ils vont assurer le spectacle. Présentation, Florence Bouchou. Le bitume vient juste d'être posé, ni trop glissant, ni trop de grippe. À peine descendu d'avion, en route pour les premiers essais. Sylvain Bidard et Romain Torel affichent déjà une certaine satisfaction. Je vois que les efforts qui ont été faits d'une année sur l'autre ont été remarquables. En plus, ça a été vraiment fait intelligemment avec des possibilités de pouvoir dépasser au niveau du tracé. Donc c'est vraiment super. C'est super plaisant, le peu de tours que j'ai fait avec le goudron tout neuf et une belle partie de terre. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. Justement, c'est quoi la partie que vous préférez? Laquelle? J'aime bien un peu tout parce qu'à la base je viens du cross aussi, mais tout ce qui est partie goudron, passage rapide, c'est vrai que je préfère ces parties-là. Ouais. 5 pilotes métropolitains à l'affiche, Sylvain Bidard, Romain Torel, Alexandre Chiraud, Karel Abraham, spécialiste de vitesse, et Boris Chambon se mêleront aux pilotes locaux. Et pour animer les débats, le spécialiste national Francis Magnanou commentera les différentes courses. Le challenge sera important puisque les motos sont de nouvelle génération et la piste toute récente et pluridisciplinaire. On a profité justement de ce projet pour la bitumer, donc c'est tout frais. Et la moto en profite et il y aura d'autres disciplines qui vont en profiter en passant par les petits, les écoles de vélo, de skateboard et tout, qui vont profiter de cette petite anneau qui a été mis à l'intérieur du parking du stade olympique. Le coup d'envoi de cette compétition sera donné dimanche à 14h. C'est dans un autre registre que je vous emmène maintenant, quand la musique rencontre la littérature. Cela donne le livre « Musique traditionnelle de la Réunion » de Jean-Pierre Lasselve. C'est la nouvelle bible des musiciens locaux. Marie-Ange Frassati. C'est avec un stylo gros comme un instrument de musique qu'il a dédicacé son livre, la 3e édition des musiques traditionnelles de la Réunion. Quelques minutes auparavant, l'ethnomusicologue Jean-Pierre Lasselve venait d'animer une conférence à laquelle personne ne s'était ennuyé. Et pour cause, c'était une conférence-concert. Ce violon des violonneux, il est encore en usage à La Réunion jusque dans les années 1990. Un violoniste... il sait tenir son instrument, toutes cette sorte de choses. Dans la salle, bon nombre de musiciens passionnés écoutent avec attention. Jean-Pierre Lasselve sait jouer de tous les instruments. Ses recherches se sont étoffées au fil des années, des rencontres. Le leader du groupe Vavang est devenu une référence. Moi, je suis là pour essayer d'apprendre encore et encore et encore. Et avec des gens comme Jean-Pierre, voilà, on a plein de choses à connaître. Si la minetti dodo pas, chaque marron va sous Kael. Et le professeur entraîne son public avec lui. Il lui raconte combien les musiques traditionnelles sont précieuses et victimes aussi des régimes totalitaires. L'Iran et l'Afghanistan, par exemple, sont des endroits avec des traditions musicales très très riches qui ont été vraiment complètement décimées. Alors que, en fait, la musique, c'est aussi un acte, si on veut que ça soit un acte carrément religieux. La musique élève l'homme. En ces temps troublés, je crois qu'il faut continuer à faire de la musique, à aimer la musique et à défendre cette valeur de l'humanisme.
Et comme on défend sa liberté, jusqu'à son dernier souffle, il l'a promis, Jean-Pierre Lasselve jouera de la musique. Et c'est aussi en musique, comme une vague d'espoir, qu'un flash mob a eu lieu sur le front de mer de Saint-Pierre aujourd'hui pour dire non à la violence faite aux femmes et aussi comme un hommage aux victimes des attentats de Paris. Laurent Pirotte, David Coinan. En ouverture de bal, Beyoncé. Ils sont un peu moins d'une centaine, tous infirmiers en 2e année à l'IFCI de Saint-Pierre, tous volontaires, notamment pour dire non à la violence faite aux femmes. Une femme sur 3 dans le monde subit des violences soit sexuelles, soit physiques. Et donc on voulait saluer, faire rendre un hommage à ces femmes. Puis évidemment on a une pensée aussi pour ces personnes qui ont été victimes de l'attentat. Et la vie continue et on voulait aussi les saluer à travers cette action. C'est important pour notre promo de faire passer ce message qui nous tient à cœur et justement de dire à ces femmes-là que nous, on est avec elles en tant que soignants et futurs soignants. On les soutient et voilà. On en voit tout le temps et beaucoup à La Réunion aussi, donc on veut leur dire qu'on est là. Debout, femmes, et on est là. Parce qu'il existe des solutions et on est là pour les accompagner. Surprise chez les passants. Après un temps d'arrêt, le public devient spectateur et s'amuse. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont pour des causes pareilles. Ça va pour une bonne cause. Ouais. Ça fait plaisir de voir que ça fait quand même réagir beaucoup de personnes. Donc voilà. Enfin, nous au début on savait pas c'est pourquoi et la surprise, c'est une jolie surprise. Durant ces 4 minutes de danse, ces jeunes en blouse blanche ont partagé du bonheur autour d'eux. Et franchement, ça fait du bien. Et c'est sur cette note d'espoir que s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la météo avec Gilles Mallet. Puis votre série Disparue. Très belle soirée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain à 12h30. L'information continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet réunionpremière.fr.